préféré sur pandastudio.fr ou sur Facebook ou sur l'Instagram @sacha_tisserand. Que ouais, vous en avez marre de voir ces trucs qui polluent la planète? C'est pas grave, vous pouvez retrouver également de belles photos de petits animaux trop mignons. Ce dimanche, en Formule 1, l'incompétent de Formule Blabla passe 35 minutes à chercher un lien de streaming illégal pour pouvoir regarder la course avant de trouver un stream dans une langue dont il ignorait l'existence avec une fréquence d'image inférieure au nombre de tours que se prennent Schumacher et Mazepin tous les dimanches. Du déjà vu en Formule 1 qui se répète toutes les semaines. Mais depuis que Formule Blabla utilise NordVPN, il peut virtuellement outrepasser sa position géographique pour quitter la France et profiter des pays qui diffusent gratuitement son sport préféré. Et vu que le français est la 5e langue la plus parlée dans le monde d'après Wikipédia, il peut même regarder la Formule 1 dans des pays qui parlent la même langue que lui, comme la Belgique. Grâce à la navigation privée de son navigateur, Dame Blabla n'aura jamais accès à son historique, et grâce à NordVPN, même son fournisseur d'accès ne saura jamais que Formule Blabla aime secrètement consulter des sites de... Je peux pas savoir parce que les données sont protégées. NordVPN est le VPN le plus rapide du marché, et grâce à cela, Formule Blabla peut même faire ses émissions en live en toute sécurité, sans problème de débit, et ce, en étant en partage de connexion sur son téléphone. Mais il devrait vraiment pas faire ça parce qu'il vient d'exploser son forfait. Toi aussi découvre le pouvoir de la téléportation virtuelle pour pouvoir vivre les Grands Prix de Formule 1 en compagnie de Gaëtan V et regarde les vidéos de Formule Blabla qui sont bloquées à l'étranger. Pour en profiter, rends-toi sur nordvpn.com/Formule Blabla. Vous êtes beaucoup trop sympathique. Vous ne me méritez pas. Non, c'est le contraire. Bonsoir, bienvenue sur Formule Blabla, en cette belle soirée pour parler Formule 1 exclusivement, oui, en direct live, exclusif depuis Formule Blabla Headquarters à Miami, Saint-Étienne, France. Je suis heureux de vous retrouver pour cette veillée F1. Nous allons parler Formule 1, tu l'as compris. Wouhou, ça commence bien. Je suis en votre compagnie en cette belle soirée parce que je me suis dit que ça permettrait un petit peu de relancer quelque chose que je voulais faire il y a fort longtemps, à savoir un petit peu échanger sur l'actualité, revenir sur les Grands Prix, tout ça, mais surtout profiter du format live un petit peu pour aborder des sujets que normalement j'ai pris l'habitude d'aborder en format podcast. Mais disons que, voilà, en termes d'emploi du temps, c'est devenu tellement le bazar, et en termes de communication, interaction avec vous, c'est mieux de passer directement par là. Donc, mon but, c'est de essayer de récupérer un petit peu les petits segments de ces lives, et ensuite les ressortir... Excusez-moi. Pardon. De les ressortir plus tard en podcast. Ne vous moquez pas. Donc, plus fort le micro. Je vais faire ça. C'est juste que mon compresseur est pas exceptionnel. Donc, je vais... où qu'il est? Filters. Hop là. Est-ce que ça va être mieux de la sorte? Alors, je souhaite le bonsoir à Yacine, à Monsieur Ludo. T'as pas besoin de mettre le lien dans le chat, Ludo, t'inquiète. C'est... Ah, j'ai oublié de le mettre dans la description, mais quel con... Pardon. Ouais, non, mais... Je suis pas habitué, moi, à ces devoirs de type... T'as compris.
Donc je vais faire ça de suite, parce que voilà, je peux avoir 10 soucis, parce que la FIMG Night Fever a énormément, énormément... Enfin, si vous suivez l'émission, vous savez, on a fait un petit peu péter le champagne, les chapeaux, tout ça, donc on s'est dit, ça peut bien marcher. Super. Bonsoir donc à ceux qui nous rejoignent, Mehdi, John, David, à fond, à fond, à fond. Ça fait très longtemps, BZH Developers, ça fait très longtemps. J'ai l'impression que ça fait très longtemps qu'on s'est pas retrouvés entre nous. Les samedis soirs, c'est un petit peu plus différent comme format, donc voilà, c'est super de se retrouver de la sorte. Et on va parler donc ce soir un petit peu de ce Grand Prix de São Paulo au Brésil. Enfin, je crois, hein, je sais pas trop comment ça se passe, mais apparemment c'était plus le Grand Prix de Sao Paulo. Donc, quoi qu'il en soit, on va commencer un petit peu à retoucher à ce sujet, ce Grand Prix qui était très mouvementé. Il s'est passé plein de choses, et puis on va également toucher, j'ai l'impression que c'est le sujet sensible du jour, à la promotion, à l'arrivée de Guan Yu Zhao chez Alfa Romeo. Ça a été officialisé officiellement, le départ de... Excusez-moi. De... Antonio Giovinazzi de Alfa Romeo a donc été officialisé après 3 ans au sein de l'écurie de type italo-suisse. Il s'en va vers d'autres horizons, déplorant que, effectivement, l'argent domine ce métier, et c'est comme ça, c'est triste. Et je suis triste pour lui que Ferrari ne puisse plus payer son baquet. Parce que c'est effectivement l'argent qui a décidé la suite de sa carrière. Oui, ça fait beaucoup de sujets sensibles, mais bon, j'ai déjà pu me clarifier sur ma position quant à l'incident Maximus Lewis dans la vidéo que j'ai sortie cet après-midi. Et déjà, je pense que ça donne à peu près ma vision de la chose. Alors évidemment, je n'avais pas encore pu voir la caméra embarquée de Maximus à ce moment-là. Je l'ai revu, c'est ce que je craignais, c'est juste lui qui... totalement volontairement ne laisse pas la place. Mais comme je le disais, j'ai aucun problème avec ça tant que lui il reste en piste. Et c'est un petit peu le conflit qu'il y a avec ça. Après, encore une fois, c'est le plus difficile quand on est passionné derrière un pilote, que ce soit Max, Lewis, une équipe, Mercedes, Red Bull. C'est déjà d'arriver à se distancier, de voir une voiture jaune et une voiture rouge ou ce que tu veux, et d'oublier les pilotes qu'il y a dedans et de juger l'incident en tant que tel. Et l'incident en tant que tel, je le trouve assez complexe. Parce que voilà, c'est... J'aime quand les pilotes y vont, roue contre roue, tout ça. Comme je le disais, la ligne extérieure, ça a toujours été une ligne que le pilote doit aller chercher, et pas celui qui se fait attaquer qui doit l'offrir. Donc en soi, j'ai rien contre Norris qui envoie Pérez dans le décor en Autriche, Pérez qui envoie Leclerc dans le décor en Autriche, parce que tu défends ta ligne extérieure. Quand il est question de la ligne intérieure, c'est encore autre chose, parce que là, clairement, c'est de ta responsabilité de pas aller au clash. Alors que quand c'est à l'extérieur, c'est l'autre qui vient un petit peu te chercher. Mais bon, c'est comme ça que je vois la chose. Je sais que certains pilotes le voient pas mal comme ça, et c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça, je pense, la bonne course automobile, c'est quand t'as ce type de lutte, quoi. Mais en même temps, ces histoires de dégagement qui... Disons que si c'était du gravier, je pense pas que Verstappen se serait amusé à aller dans le gravier. Et ça réitère un petit peu la problématique de Austin aussi, entre Raikkonen et Alonso et Giovinazzi, en fait. Alonso et les Alfa Romeo, tout ça. Donc, c'est un autre sujet sensible. Alors, on en parlera peut-être plus tard, parce que Michael Masi qui a fait des déclarations ne soutenant pas les commissaires de piste. J'ai trouvé ça assez exceptionnel, disant que ça méritait au moins une enquête et une sanction. Et maintenant, c'est Mercedes qui porte réclamation, et... purée, c'est génial. Mais je trouve ça drôle, en fait. Je regarde ça avec humour, parce que c'est triste de se dire que le sport en arrive là. Donc bon.
Lewis aurait fait la même, mais alors je sais pas, mais s'il avait fait la même, je le soutiendrais à 100%. Parce que c'est son droit et c'est ainsi, quoi. Euh, Arrêtez de râler ou prenez un abonnement Canal+. Avant, comme ça, on disait pro Schumi, puis pro Alonso, puis Vettel, maintenant Hamilton. Ouais, c'est vrai que j'ai connu un petit peu ça. J'ai pas connu un petit peu l'avant Schumacher, mais il y avait tout ça. Et puis même en 2007, euh, pas tant les réseaux sociaux, quoique ça commence à émerger, mais les forums, et ça se déchirait entre Alonso et Hamilton déjà en 2007. Les espaces commentaires des sites type Eurosport, tout ça, c'était horrible. Donc déjà, ça se déchirait à l'époque. Ça a toujours été le cas, donc bon. Je propose donc de commencer un petit peu à revenir sur ce Grand Prix du Brésil 2021, qui était, ma foi, j'ose employer le terme internet, sublime. On a eu une qualification assez intense, quoique pas tant. On savait que Lewis Hamilton avait un net avantage dès le début des essais libres 1, il l'a confirmé tout au long de la qualification, et il nous a enregistré une sacrée pole position, mais ça restait quand même assez disputé dans le peloton en général, à tous les niveaux, devant, derrière, au milieu. Et puis, bon, le format sprint, je veux pas m'étendre encore éternellement à ce sujet, parce que c'est un format qui est explosivement intéressant, amusant, je vais plus employer ce terme-là. C'est amusant à regarder, je pense que si un non-initié venait à regarder ça, ça pourrait lui plaire, vraiment. En termes de course, faut admettre que ce qu'on a eu, c'était plutôt bon, même si c'était principalement Hamilton qui faisait tout le boulot, mais au moins il y avait quelqu'un qui le faisait, quoi. Donc c'était assez amusant à voir, mais le problème que j'ai et qu'on a pu partager avec la roue libre et tous les copains dans samedi soir lorsqu'on a vécu ça ensemble, c'est le manque d'enjeu. Une nouvelle fois, je vais pas m'éterniser là-dessus, mais c'est le manque d'enjeu simplement. Et quand tu te dis que bah, le premier, il va juste partir premier, c'est pas aussi palpitant. Ça pourrait l'être à la rigueur si il y avait 3-4 pilotes roue contre roue dans le dernier tour, tu vois, ou un petit peu à la Gasly Hamilton il y a 2 ans, ce genre de scène, ça pourrait être amusant. Mais quand t'as Bottas qui est premier du début à la fin, je vois pas où est l'enjeu là-dessus. Verstappen qui pouvait pas vraiment suivre. Sainz qui arrivait à tenir Perez derrière lui, bah voilà, c'est les 3 seuls qui mettront des points. Hamilton, l'enjeu c'était de remonter le plus haut possible, c'était le seul enjeu même pour moi de cette séance. Et puis les petits points qui ont été perdus par Red Bull, parce que si Perez avait réussi à terminer troisième, ils auraient fait égalité avec Bottas à 3 contre 3. Donc c'est un petit peu mon souci là-dessus. On a donc vu, comme je le disais, sur ce tracé, l'incroyable pointe de vitesse de Mercedes qui a été confirmée, se traduisant beaucoup mieux qu'au Mexique, puisqu'on n'est plus à basse altitude comme sur ce tracé. Là, on a vraiment pu profiter pleinement de leur amélioration, même si on se doutait que c'était comme ça depuis un bon petit moment. C'est pour ça qu'ils étaient favoris à Austin, qu'ils avaient cet avantage assez notable en Russie, qu'ils n'ont pas bien pu mettre en avant à cause de la pluie tout au long du week-end. Maintenant, ce qu'on peut relever, c'est qu'il y a eu tout un tas de stratégies assez intéressantes devant, quoi. Donc je pense qu'on peut commencer à s'intéresser... on a pu s'intéresser pas mal là-dessus. Et puis en termes de course, voilà la chasse de Hamilton sur Verstappen. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre, on n'est jamais déçu parce que on sait que celui derrière, il va aller chercher sa proie et que celui qui est devant, il va défendre sa place. Et ça, c'est beau. Donc Lewis Hamilton qui a pu faire... bah, je vais oser le dire une nouvelle fois, une sublime victoire, parce que c'est sa 6e cette année. Ouh là là, je sais même plus, il faudrait que je recompte. Mais cette année 2021 lui a donné l'opportunité de rappeler un petit peu pourquoi il a cette notoriété, cette réputation. C'est pas juste un mec qui fait la pole pour 5 dixièmes, qui s'envole et qui reste premier tout le long. Ça, c'était le Hamilton de l'ère de domination. Et très sincèrement... je n'aime pas ces airs de domination. Là, j'aime le voir comme ça, combatif.
Et ces victoires cette saison, elles sont toutes... Enfin, il y en a forcément d'autres qui sont meilleures que d'autres, mais si je remonte à celle de Sochi, il y a quelques mois, ou quelques semaines, le temps passe trop vite et trop lentement à la fois. Si je note celle de ce week-end, ben, il sait aller chercher les positions, il est bon, simplement. Donc il a pu profiter, faut le noter quand même parce que ça l'a pas mal aidé, qu'il bénéficiait d'un moteur neuf, ce qui lui avait donné donc 5 places de pénalité sur la grille. Mercedes a pu prendre le risque en quelque sorte pour bénéficier pleinement de ce moteur neuf, de le pousser un petit peu plus. Ils estimaient que le moteur était à 110% de ses performances. C'est quelque chose qu'ils pourraient peut-être plus se permettre que Red Bull, puisque Red Bull, je rappelle que leur dernier moteur, enfin Verstappen évidemment date de la Russie, Lewis a un moteur un petit peu plus neuf. Je sais pas si ça aura beaucoup d'impact au Qatar et à Abu Dhabi, quoiqu'à Abu Dhabi on sera sur un tracé beaucoup plus rapide, mais sur le tracé actuel du Brésil et celui à venir dans une semaine au Qatar, je pense que ça pourrait être un avantage assez notable. On avait noté peut-être un avantage de 10 km/h, qui était aussi pas mal aidé par le fait que Lewis avait une super sortie à l'amorce de la très longue ligne droite, et c'est quelque chose qui est hyper important sur ce tracé de São Paulo, c'est vraiment de très bien sortir de ce virage, parce que ça conditionne énormément le temps autour, la vitesse de pointe, puisque la ligne de chronométrage est tout au bout de cette ligne. Donc c'était très important, il a fait une super qualif, 4 dixièmes d'avance, faut que je retrouve mes notes, 4 dixièmes d'avance sur Verstappen qui était juste derrière lui. Déjà on avait compris qu'il y avait un très très net avantage. Et ensuite sur le sprint, ça s'est traduit, comme je le disais, il a tout fait. Et quant à sa course, je l'ai déjà abordé dans la vidéo de cet après-midi, je ne veux pas m'éterniser non plus là-dessus, pour parler un petit peu de son coéquipier. Waouh, 330 km/h en vitesse de pointe. C'est assez bon. Alors, ça en revient un petit peu à ce que je disais, parce que Buescher lourd, tu le compares aux 305 km/h de Lando, il y a deux trucs à prendre en compte. Déjà, c'est que c'est très difficile de régler sa voiture pour ce tracé, parce que c'est un circuit extrêmement sinueux, le second secteur est extrêmement important, on est sur beaucoup de virages lents qui demandent beaucoup de précision à l'avant de la voiture pour prendre ces virages assez serrés, mais en même temps, comme tu l'as vu, cette longue ligne droite, plus celle qui suit après le gauche-droite-gauche de la DS de Senna, est aussi très importante. Donc il faut savoir bien régler ses ailerons, privilégier la vitesse de pointe ou les virages sinueux, trouver le bon compromis. Donc déjà, il y a de ça. La McLaren n'est peut-être pas réglée comme la Mercedes, et même très certainement, mais aussi ce réglage moteur, puisque comme je le disais, Mercedes a boosté la puissance un petit peu du moteur ce week-end. Il bénéficiait évidemment, encore une fois, d'un moteur neuf, donc ça peut contribuer à cette différence. Pour continuer donc avec Valtteri Bottas, il n'avait clairement pas le même rythme que Lewis. Après, le moteur n'était pas réglé de la même façon, donc ça entre évidemment en ligne de compte. Il est aussi un petit peu plus usé, donc ça peut jouer à la différence, mais il était quand même assez loin de Lewis, hein. Il s'est pris une demi-seconde en qualif. Il a sauvé un petit peu le coche malgré tout pendant le sprint, remontant deuxième sur la grille suite à la disqualification de Lewis. Et aussi la stratégie qui était très intéressante pendant le sprint. On aurait pu penser qu'il fallait privilégier les 24 tours, ce que Red Bull a fait en chaussant les médiums à ses pilotes, mais pour Bottas, qui était en soft, eh bien ça s'est révélé hyper important pour prendre la tête de la course au tout début, et ensuite, eh bien, en termes de rythme, Bottas avait simplement essayé de gérer au mieux ce long relais de 24 tours, et profiter du fait que Verstappen, derrière, allait avoir des pneus qui allaient être peut-être plus difficiles à monter en température, mais, parce que je rappelle qu'on est en fin de journée pendant le sprint, il fait moins chaud que pendant l'après-midi, donc les températures sont naturellement plus basses, et évidemment du dirty air un petit peu pour ralentir Verstappen dans le second secteur, là où les Red Bull étaient les plus rapides. J'ai trouvé que pendant la course, bon, il a fait un super boulot pour laisser passer Hamilton. Très sincèrement,
Je sais pas pourquoi Mercedes lui a dit virage 1. Ils auraient pu lui dire virage 4, ça aurait été nettement mieux. Parce que, pour la simple et bonne raison que la manière dont Bottas s'est passé, j'ai l'impression que le message est arrivé très tardivement. Il a limite mis un gros coup de frein au bout de la ligne droite. Ça a presque forcé Hamilton à compromettre sa ligne intérieure. Et Bottas a dû relancer la machine. Même juste après, il y a Hamilton qui monte à la radio. Il fait hey, qu'est-ce qu'il fait l'autre? Allez, faut qu'il me suive, la dépêche, Valtteri, tu vois. Donc il y avait peut-être ce coup qui était un petit peu mal géré. Mais de toute manière, même sans ça, on a vu que Bottas s'y suivait pas Hamilton. Il a fait un très mauvais départ, perdant les positions face au Red Bull. Verstappen l'a un petit peu poussé dehors, mais ensuite Perez a ensuite été très bien le chercher, le forçant à sortir un petit peu large, et il a pu repasser Perez grâce à la virtual safety car aux alentours du 30e tour. Et c'est un petit peu ce qui a conditionné ce changement, c'est que chez Red Bull, on voulait vraiment se préserver de l'undercut, qui, comme je le disais cet après-midi, n'était vraiment pas efficace, en arrêtant Perez un petit peu plus tôt que Bottas. Habituellement, Perez, on lui fait faire des relais de 75 tours, là on l'a arrêté assez tôt, et au final, juste après, il y a eu la virtual safety car, évidemment, tout le monde ralentit, Bottas a pu en profiter pour s'arrêter, changer les pneumatiques et ressortir assez nettement devant Perez. Sinon, je pense que ça aurait été assez difficile pour lui de repasser Checo. On va y venir sur Norris-Sainz, on va y revenir un petit peu sur tout ça. Ah, d'accord Sébastien, en fait, au moment où ils ont passé le message radio, je crois que c'était... j'ai dû être confus, donc autant pour moi. Autant pour moi. Bottas est un spécialiste des dépassements au stand sur carton. C'est vrai. Mais bon, il a quand même ramené la voiture sur le podium. C'est important quand même qu'il soit là pour continuer à creuser l'écart. Il y a 11 points actuellement entre Red Bull et Mercedes. C'est assez important de continuer sur cette voie. Pour Verstappen, j'aurai assez peu de choses à ajouter. Bonne qualification, il arrive à se mettre devant Bottas d'un rien. C'est dire déjà si les Red Bull étaient en manque face aux Mercedes ce week-end. Après, Bottas en qualification, c'est pas un manche. Hein. La stratégie pendant le sprint n'était pas l'idéal, comme on l'a vu. Les pneus en médium, il a perdu sa position face à Bottas et à Sainz aussi, on en reparlera un petit peu après. Il a fait un bon départ pour la course, pour se rattraper. Et il a pu prendre la tête de la course, mais bon, de toute façon, il n'avait pas le rythme. Il a trop usé ses gommes dans le second secteur, et de toute façon, il n'avait pas le choix. C'était le seul où il pouvait compenser tout ce qu'il perdait dans les secteurs 1 et 3. Et ensuite, pour ce qui est de la manœuvre, je vais pas revenir dessus. Donc, voilà. Désolé, Maximus. Quant à ce qui est de l'enquête relancée par Mercedes, pour moi, j'y crois pas. Enfin... Même pour moi, ça tuerait le truc, parce que c'est bon. Je pense qu'on est d'accord pour dire qu'on veut qu'il y ait une pénalité ou pas sur l'incident entre Max et Lewis. Le fait que la FIA n'ait même pas pris le temps de faire semblant d'enquêter, ça souligne déjà qu'il y a un souci, et revenir après dessus, si tu veux, c'est... Pour moi... C'est une erreur, parce que tu vas déterrer un truc. Là, c'est un petit peu le chapitre, un petit peu de la loose. Allez, tu le laisses là, ça existe. Tu l'assumes, tu dis on a fait une boulette, on passe à autre chose. Si tu commences à redéterrer tes vieux cadavres, ça va créer un précédent déjà. Et voilà. Mais bon, c'est un petit peu ce que Red Bull a fait au final à Silverstone. Donc Mercedes qui joue le même truc, ça me surprend pas. Donc... Pour ce qui est de Checo, une super qualif, et je le sentais pas du tout, hein, parce que en essai libre 1, j'avais l'impression qu'il était un petit peu loin. Il est à moins de 20 dixièmes de Bottas en qualif. Ça s'est vraiment joué à un rien. Malheureusement, sa stratégie en sprint, comme pour Verstappen, n'était pas la bonne, partie en pneu médium. C'était assez dur pour lui de doubler. C'est un point négatif un petit peu que j'ai à dire. Autant Perez, il sait aller faire les dépassements quand il est dans le truc. Quand il a bien trouvé le groove, le rythme avec le circuit, il est imbattable. Comme on l'a vu à Sakir, comme on l'a déjà vu par le passé
au Mexique, à Bakou. Enfin, quand il est dans le truc, il est vraiment bon pour dépasser. Là, je le sentais quand même rapide, mais pas autant en confiance. Et il a jamais réussi à aller chercher Sainz. Après, Sainz a aussi fait un super boulot. Mais quand il est pas en confiance, le dépassement, il va pas trop le chercher. Il a pris un bon départ, profitant un petit peu de la cohute entre Maximus et Bobo. Et ensuite, malheureusement pour lui, le manque de rythme, tout ça n'a pas pu l'aider à reprendre cette troisième place qu'il a perdue pendant la Virtual Safety Car. Mais on peut apprécier que voilà, il ait pu récupérer le meilleur tour en fin de course. Ça minimise un petit peu la perte. Bonsoir Eric et bienvenue. On parle de la performance de Mazepin, on va en parler de Mazepin. Il a fait un excellent week-end. Vraiment. L'enquête est importante car ça peut changer 3 points en défaveur de Verstappen. Ah oui, bien sûr, je dis pas que c'est pas important. Ça peut vraiment faire une énorme différence. Parce que si Verstappen se prend les 5 secondes, il termine derrière Bottas. Mais je suis pas fan du truc rétroactif. C'est comme pour le cas de... Quoique Vettel au Canada, c'est différent. Mais là, je vais déterrer des vieux dossiers. Spa 2008, quand Hamilton gagne la course et qu'il est sanctionné après le Grand Prix pour un truc... Alors, je suis d'accord pour le sanctionner. Il avait dépassé Raikkonen en coupant la piste. Il a rendu la place et il l'a redépassé tout de suite après. C'était assez malhonnête, je pense, en termes de coopération pour ce dépassement. Après, il avait coupé la piste parce qu'il commençait à pleuvoir, il y avait une raison, tout ça. Mais du coup, on a décidé de le sanctionner après la course, c'est-à-dire 2 tours plus tard, mais bien après, et ça n'avait pas été glorieux du tout. Ça n'avait pas été glorieux du tout. Horner joue la hyène depuis des mois. Tu penses qu'il est temps que Toto fasse comme lui. Mais il est pareil, Toto. Il est pareil. Il est exactement pareil. La différence, c'est que il est moins exposé médiatiquement que Horner. Parce que Horner, Red Bull, ils ont besoin d'être dans les médias constamment. Donc Horner, il est... bon, il se la ramène beaucoup, mais Toto, lui, il joue plus la carte de la discrétion et il peut se le permettre parce que Mercedes, ils sont déjà en avant. Ils n'ont pas besoin de quoi que ce soit. Ils sont premiers, ils sont déjà devant. Alors que Red Bull, c'est un petit peu leur stratégie d'essayer de couvrir le terrain. C'est pour ça que dans la série Netflix, ils sont autant présents, Red Bull. Ils veulent du temps d'écran, donc ils le prennent. C'est pour ça qu'on voit autant Horner. Et puis, faut dire ce qu'il y a. Il est bon. Il est très très bon, Horner. Alors, on peut ne pas le saquer, hein, je comprends, mais faut admettre qu'il est très très bon dans ce milieu-là. Parlons des Ferrari qui ont fait, ma foi, un nouveau bon week-end qui profite... alors, je sais pas vraiment si McLaren a complètement laissé tomber, mais avec violence, je pense pas quand même. Ou si c'est Ferrari qui continue d'y aller à fond, mais ça a bien marché puisque c'est 5e et 6e pour Charles et Carlos. Leclerc encore battu par Sainz en qualification, c'est pas une habitude, c'est la 2e fois consécutive, mais cette fois, contrairement à Mexico, il était à l'aise, enfin à l'aise au moins, il était rapide. C'est juste qu'il a commis la petite erreur au mauvais endroit dans ce dernier virage, et il a terminé un petit peu derrière lui. En sprint, Ferrari a été assez malin de tenter les 2 stratégies. Sainz était en soft, Leclerc en médium. On a vu que les médiums, ça marchait pas tant que ça. Leclerc a jamais réussi à les mettre en température. Il a chuté, je crois, jusqu'en 7e position. Ce qui est pas terrible, mais en course, il a su se reprendre. Il a fait un bon départ. D'ailleurs, je sais pas si vous l'avez capté, hein, mais au départ, Leclerc, il va chercher Sainz dans la seconde ligne droite, à l'intérieur, et cette image-là des 2 Ferrari comme ça, j'ai eu des flashbacks, tu vois, PTSD de 2019 entre Vettel et lui, justement. Mais là, ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de touchette. Donc, bien joué de Leclerc, il a pris la 5e place au départ, il ne l'a pas rendue.
Il avait un assez bon rythme, il arrivait à tenir sa distance avec Sainz, mais Sainz derrière arrivait à suivre. Comme je le disais, son sprint était excellent, il arrive à grappiller un point en prenant la 3e place. Et, euh, et ensuite, au départ, malheureusement, c'était moins glorieux. Il a pas mal patiné, apparemment, c'était à cause d'un problème d'embrayage. Donc c'est ce qui justifie le fait que derrière, Norris a été un petit peu paniqué par le fait qu'il était un petit peu lent sur la ligne d'envol. Sainz était forcément sur la défensive, il y a eu cette petite touchette pour Norris. Là, c'est pur incident de course, hein, c'est le départ. T'as 20 pilotes qui sont extrêmement condensés, forcément ça va arriver. Mais bon, il a tenu le rythme toute la course, il ramène 8 plus 1 point bonus du sprint, point important pour Ferrari, et il continue de creuser l'écart au championnat constructeur. Côté championnat constructeur, il y a la lutte assez palpitante chez AlphaTauri et Alpine, qui étaient à égalité avant ce Grand Prix, et qui sont toujours à égalité, c'est assez marrant. Gasly, une nouvelle super qualification en 5e place. C'est assez notable. La dernière fois, il avait pu bénéficier de l'aspiration de Tsunoda. Là, il était vraiment à l'aise sur le tracé. L'AlphaTauri, de toute façon, s'attend à ce qu'elle marche sur ce type de circuit assez typé Red Bull, même si c'est plus anciennement typé Red Bull. Ça reste quand même une piste qui peut bien leur réussir. Et malheureusement pour lui, au sprint, il a également un petit peu patiné sur la ligne de départ. Il a perdu pas mal de place et ça a gâché son résultat potentiel. De toute façon, il pouvait pas espérer mieux que 5e. Il s'est rattrapé pendant le Grand Prix. Le dimanche, il a eu la belle lutte face aux Alpines, justement. Une belle strat qu'il a réussi à mener en faisant les dépassements, terminant donc 7e. Et marquant du coup les 6 points de Alpine. Je vais y revenir dans quelques instants. Un petit mot sur Yuki Tsunoda. Non, je l'ai mal fait, Je suis assez déçu. C'était pas trop mal au début de la qualif, mais en Q2, il n'a pas réussi à passer. Et pendant le sprint, du coup, il s'est retrouvé un petit peu bloqué dans le peloton. On a décidé, c'était le seul pendant le Grand Prix à démarrer avec les pneus tendres, les softs, les rouges, comme tu préfères. Et ça n'a pas vraiment fonctionné. On lui a demandé d'être agressif et il l'a pris un petit peu trop au pied de la lettre. Et je sais que j'ai dit, très, très intimement et pas autant publiquement que ce soir sur le YouTube international, mais j'avais tendance à tomber un petit peu contre Tsunoda, mais en revoyant un petit peu les images, je le dis, j'ose le dire, je le dis 100 fois, reste cool bébé, je le dis 100 fois, pardon, incident de course. En vrai, incident de course, c'est... Si tu fous un blâme, c'est sur Tsunoda. Évidemment. Mais, au final, au moment où Stroll commence à entrer dans le virage, Tsunoda est déjà à côté de lui. Et je sais que, alors là, c'est à mettre au crédit des pilotes, il faut vraiment faire quelque chose, ils voient que dalle dans ces bagnoles. Ils y voient rien du tout. Parce que déjà, ils ont les protège-têtes comme ça, là, donc déjà, t'as la vision qui est bloquée là. Plus t'as le halo qui, sur les côtés, rend la vision un petit peu plus difficile. T'ajoutes à ça des rétroviseurs qui sont minuscules et qui n'apportent pas grand-chose en termes de visibilité. Ils peuvent uniquement s'en servir pour voir s'il y a à peu près quelqu'un derrière eux. Ils peuvent pas s'en servir en roue contre roue. Donc c'était assez complexe. Mais malgré tout, peut-être avec un peu plus de vigilance, Stroll aurait pu couvrir un petit peu plus large à l'intérieur. Tsunoda aurait réussi à se faufiler. Et ensuite, à la sortie, ça aurait été à Stroll de un petit peu l'amener au large, tu vois, pour justement garder un petit peu sa ligne intérieure et essayer de conserver la position un peu plus loin. Donc c'est pour ça... Alors, je suis pas pilote de course, hein, loin de là. Mais... Je pense quand même qu'il y a un petit côté chez Stroll enfin, une petite faute de sa part. Et encore une fois, laissez-les balancer des manœuvres. C'était pas... Au premier abord, je me suis dit, il est débile, Tsutsu, mais en revoyant le truc, je me dis quand même, je pense il l'a très très bien cherché parce que il est en soft,
Ils sont neufs, ils sont en température, il peut aller chercher son truc parce que il freine très tardivement et quand même il arrive à prendre la corde. Il arrive à prendre la corde, donc je pense qu'il aurait pu prendre le virage proprement et c'est pas juste qu'il lui fonce dedans. Mettez-moi directeur de course, je vous jure, mettez-moi directeur de course et je vais foutre la FIA au chômage. Que des incidents de course. Pour l'année prochaine, Ferrari, c'est difficile. Où est-ce que je les vois l'an prochain? Je pense qu'on peut les mettre à peu près à égalité. Je pense qu'ils peuvent rester dans le top 3. Après, ça va être difficile à dire, mais déjà, ils ont récupéré un bon moteur. Ils ont eu toutes leurs améliorations prévues pour cette année ont réussi. C'est très important pour Binotto déjà, parce qu'il l'avait annoncé, il l'avait promis l'an dernier que 2021, le moteur irait mieux. Le moteur va mieux. C'était très important pour lui de confirmer un petit peu tout ça. Donc il y aura un petit peu plus d'assurance à la tête de l'équipe. Et en termes de line-up, ils ont un des meilleurs. Pour moi, c'est encore pour moi le meilleur duo de pilotes du plateau. Et l'an prochain, je veux attendre de voir vraiment Russell au bout d'une demi-saison ou de la saison pour voir. Ça va être très intéressant, Hamilton Russell. J'ai vraiment hâte de voir ça. Et Perez aussi. J'ai hâte de voir ce qu'il fera en partant de zéro avec Max, à voir vraiment ce qu'il pourra apporter. Mais là, et puis évidemment, McLaren a aussi un beau line-up. Donc, je pense que si on a ces 4 équipes devant, on peut avoir une sacrée lutte. Très dur les 10 secondes, pas certain que le pilote plus réputé aurait tant pris dit Dream. Possible. Possible. Surtout quand tu vois qu'après ils ont complètement fermé les yeux sur Max et Lewis. À fond, à fond, à fond. Tsunoda arrive de trop loin, Stroll ne regarde pas parce que jamais Tsunoda doit plonger. Bah oui, mais le truc c'est qu'il a réussi à le faire. Honnêtement, je suis convaincu qu'il prenait la corde. Il a énormément bien géré son freinage. On revoit un petit peu le Tsunoda de Bahreïn. Il a fait énormément de beaux petits plongeons de dernière seconde comme ça, et ça avait marché. Après, la piste est plus large. Faut admettre aussi que ce premier virage de la chicane est très difficile, un peu en descente. C'est compliqué d'aller chercher un dépassement tardivement comme ça. C'est pour ça que je me dis, c'était vraiment optimiste de Tsunoda d'y aller, mais je me sentirais mal de le punir pour avoir essayé. Si tu vois ce que je veux dire. Je m'en fous, je suis de bonne humeur. Personne n'a de pénalité aujourd'hui. Parce que... pas parce qu'on m'a dit de pas donner de pénalité, mais parce que... voilà. Alpine, j'ai promis qu'on en parlerait, mais de toute façon, on va essayer de parler un peu de tout le monde. C'était un week-end pas mal du tout, mais encore une fois, j'ai le sentiment que ils n'ont pas maximisé leur potentiel. Elles étaient très bonnes en essai libre 1. En essai libre 2, ils ont fait premier et quatrième, bordel. Mais ils n'ont pas tenu pour la qualif, le sprint et tout. Alonso... 11e, je pense pas qu'il pouvait espérer mieux de l'Alpine quand même. Parce que, honnêtement, pour une équipe qui joue la 5e place du championnat, être 11e, c'est pas ridicule. Parce que quand tu pars du principe que devant t'as 2 Mercedes, 2 Red Bull, 2 Ferrari, 2 McLaren, tu te retrouves 9, 10, 11, tu vois, avec les AlphaTauri. Donc, il a eu un beau rythme en course. Problème, il a perdu beaucoup de place au départ du sprint, un petit peu bloqué au premier virage, et ensuite en course, très sincèrement, une nouvelle fois, une bonne course. Ils ont tenté une stratégie à un seul arrêt chez Alpine. Je me demande ce que ça aurait donné s'il y avait au moins un des deux qui avait tenté les 2 arrêts. Parce que ils se sont retrouvés à lutter justement contre Gasly qui lui était en 2 arrêts. Alonso était derrière Ocon, il y a eu la consigne d'équipe pour demander à Ocon de laisser passer Gasly pour qu'il
puisque Alonso était plus rapide, pour qu'il tente d'aller le rattraper. Ça n'a pas marché. Au drapeau à damier, Alonso a ralenti, il a rendu la place. On verra s'il fait la même pour la deuxième place ou la première à l'occasion, mais non, je plaisante. Mais voilà, jeu d'équipe, ils ont très bien joué en équipe, donc c'est bien. Et pour ce qui est de Ocon, bah c'est pas super, enfin c'est pas super, qu'est-ce que je dis? C'est correct, c'est vraiment correct ce qu'il a apporté. La qualification pas autant maximisée. Après, j'ai l'impression que il est là, mais il y a toujours ce petit truc derrière Alonso. Et honnêtement, en voyant ce que Ocon produit depuis le début de l'année, j'ai tendance à penser que c'est vraiment Alonso qui est Alonso, tout simplement. Et alors, ça ne doit pas servir d'excuse à Ocon, mais ce que je cherche à dire, c'est qu'il a une excellente marche de progression. Ocon, je le vois vraiment comme un pilote qui, un peu comme Norris, se construit lentement. D'ailleurs, je trouve qu'il y a pas mal de similitudes entre les deux sur pas mal d'aspects. Et il se construit progressivement, lentement, de toute façon. C'est pas quelqu'un qu'on voit souvent faire des erreurs, Ocon. C'est quelqu'un qui se construit progressivement. Il reste assez jeune. Maintenant, par rapport à l'an dernier, il y a clairement du mieux. Il continue de se construire. Mais j'ai l'impression que ce petit truc passé entre les mains de Alonso fait un petit peu trop la différence depuis quelques Grands Prix, mais ça n'empêche qu'il est quand même là pour marquer des points. Je crois que c'est sa 11e entrée dans les points sur 19 Grands Prix. C'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Tu as fait le calcul, les Alpines sont en moyenne 11e sur la grille de départ. Intéressant. Alors, le problème, c'est pas de savoir si Tsunoda pouvait prendre le virage ou pas, c'est le placement de la voiture de Stroll qui était largement devant. Je suis d'accord, c'est pour ça que je suis d'accord avec toi. Après, le truc, c'est que quand tu vois au moment où il s'est lancé, c'était trop tard. C'est ça le souci. C'est que au moment où il plonge, Stroll n'est pas encore entré dans le virage. Après, je fais ça, techniquement, c'est à peu près ça. Mais au moment où il décide de plonger, Stroll n'est pas encore entré dans le virage parce qu'on en est très loin. Et c'est au moment où il commence vraiment à se rapprocher que Stroll entre dans le virage et que là, c'est trop tard. Donc, à part donner un gros coup de volant à droite pour l'éviter et tirer tout droit, je sais pas vraiment ce qu'il aurait pu faire. Mais c'est pour ça, je comprends qu'on puisse vouloir le pénaliser. Et beau point, il y a eu de très beaux duels entre les Alpines et Gasly ce week-end, donc c'est un autre bon point pour la course. Quand je disais que ça se battait de partout, c'était... je dis toujours la vérité de toute façon, même quand je me trompe. Parce que la vérité vient du cœur. C'était mauvais. Ce qui vient du cœur, par contre, c'est la désespération des McLaren. Pour ce qui est de McLaren ce week-end, comme je l'évoquais, c'était assez compliqué. Et Norris a fait ce qu'il a pu vraiment. En qualification, il a réussi quand même à tirer un résultat pas trop mal. Bon, Pardon. La qualification était pas si mauvaise. Mais c'est clairement pas ce qu'on attendait des McLaren. On a envie de les voir vraiment mélangés au Ferrari. Le sprint, en revanche, était vraiment, vraiment bon. Il est très bien remonté. Cette manœuvre sur Leclerc, il est allé la chercher aussi. On a eu de beaux dépassements dans l'ensemble du week-end. Malheureusement, il y a eu, comme je l'expliquais, ce petit gribouillat avec Carlos, le Sainz. Et c'est un petit peu ce qui l'a un petit peu paniqué. Sainz qui commence à patiner devant. Norris qui doit choisir gauche ou droite. Il prend la droite parce qu'il sait qu'à gauche, ça va être complètement bondé. À droite, il se retrouve du coup avec Sainz qui lui aussi se dit c'est en train de devenir le bazar, qui passe un peu. Et il se frôle, il se touche. Ça se joue à rien. Mais suffisamment pour que Norris prenne une crevaison. Mais il faut admettre qu'il a... une nouvelle fois réussi une super remontée. La dernière fois aussi partait du fond de grille, termine 10e pour la deuxième fois consécutif. C'est plus des points d'honneur, j'ai envie de dire. Daniel Ricciardo, je crois que c'est le premier abandon technique de McLaren cette année. Et en plus, c'est un problème moteur. Donc,
Ça souligne déjà la belle fiabilité de la machine. Et toujours un petit tat en dessous de Norris en qualification. En sprint, il s'est effondré après la stratégie en médium. N'était pas la plus optimale, mais on a vu que Lando y arrivait. Il a un petit peu chuté pendant le sprint. En course, il se battait un petit peu avec les Alpines en début. C'était assez intéressant contre Vettel aussi. Mais il a eu cette perte de puissance moteur, donc il a commencé vraiment à perdre du rythme jusqu'à ce qu'il doive abandonner. Donc c'est assez frustrant pour McLaren. Je me demande s'ils pourront revenir un petit peu au Qatar et sur l'abomination à venir, vous savez de laquelle je parle, parce que c'est ce type de tracé virage rapide qui peuvent marcher sur la McLaren. Merci Jean. Alors Viviane, est-ce que Mercedes pourra mettre un moteur neuf par Grand Prix parce que 5 places ça semble minime pour eux? Alors oui, mais le petit truc, c'est que si San Paolo c'est une piste où doubler c'est pas simple mais c'est tout à fait possible, on va arriver sur 3 circuits dont il y en a 2 qu'on n'y connaît rien, et un troisième qui, même s'il a été remodelé, est réputé pour avoir une année décidée d'un titre parce que le candidat mondial était pas fichu de dépasser un mec qui était 7ème dans une Renault. Donc, je sais pas si ce sera le plus malin sur les circuits à venir de miser sur des courses où il va falloir doubler. On va y revenir sur Zhao, mais là, vous me fumez avec les jeux de mots. On va y parler un petit peu. Je termine un petit peu le tour d'ensemble du week-end. J'espère surtout oublier personne. Je vais aller faire un petit tour sur un super site qui s'appelle formule-blabla.fr. Ouais, t'as vu, parce que je me suis mis à faire des petits bulletins de notes, donc ça me sert un petit peu de trucs pour me rappeler de l'ordre de la course. Voilà. J'en ai pas spécialement parlé parce que je sais pas si ça va intéresser, mais ceux qui traînent dans le coin voilà, peuvent trouver cela. Les Aston Martin d'abord. Super, enfin, week-end de Vettel. Mais encore une fois, là, je suis triste pour lui. Alors la dernière fois, il a réussi à décrocher un beau résultat. Belle qualification, 11ème, je savais pas s'il pouvait attendre bien mieux. Le sprint était assez bon. Après, il y avait ce petit train mené par Ocon, j'en ai pas parlé, mais Ocon a bien géré son sprint, il a mené pratiquement tout le peloton derrière lui. Et en course, il était là, on sentait le manque de rythme quand même, mais il était attaquant, il était défenseur, mais il s'est fait avoir par la voiture de sécurité virtuelle, il termine juste 11ème. Je suis déçu pour lui parce qu'il est vraiment sur une très bonne phase là depuis quelques temps. Donc c'est dommage de le perdre ainsi. Et pour ce qui est de Stroll, la qualification coincée en Q1, c'est pas glorieux. C'est vraiment pas glorieux. Surtout quand on sait que les Williams étaient en difficulté. Se faire avoir comme ça, c'est pas glorieux. Le sprint, honnêtement, j'ai rien vu de particulièrement notable en course. Par contre, il commençait à bien se débrouiller. Mais il y a eu du coup cet incident avec Tsunoda. Alors, je ne lui pose pas le blâme une seconde par rapport à ce que je disais tout à l'heure. C'est juste que je pense que ça aurait pu être évité. Pour parler un petit peu viteuf des Williams, hop là. Attends, non, je suis pas sur le bon truc. Oui, pour parler un petit peu des Williams, Russell termine 13ème. En partant d'assez loin, on pourrait penser qu'il a fait une bonne progression, mais honnêtement, je me demande si c'est pas son plus mauvais week-end de l'année. Ou est-ce que c'est l'effet Latifi, super Latifi qui fait ça? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Latifi était sur une autre galaxie ce week-end. En plus, il découvrait le tracé pour de vrai. Donc, il était dans le coup, première fois de sa carrière qui bat Russell en qualification, et le sprint n'est pas une qualification.
Donc c'est la première fois de l'année qu'il bat Russell en qualif. J'étais assez surpris. Personne l'a vu venir, je crois. En course, super rythme, mais lui aussi s'est fait un petit peu prendre par la virtual safety car. Euh, Ils ont tenté un truc de s'arrêter assez tôt pendant la voiture de sécurité virtuelle, justement, au début. Mais, enfin, pendant la voiture de sécurité, mais hélas, il s'avère qu'il s'est retrouvé coincé dans le peloton. Il n'a pas bien pu en profiter, un petit peu comme Giovinazzi la dernière fois. Donc, hélas, ça n'a pas bien marché. Mauvais résultat, mais la course était là. Donc, je l'ai pas vu venir. Euh, hum, hum, hum. C'était la première VSC de la saison. Non, il y en a. Oh, je sais même pas. Il y a trop de courses. Il y a trop de courses pour que je me rappelle de tout comme ça. Il y en a eu une, je crois, à Imola, non? Quand Schumacher s'est craché. Il n'y a pas eu une voiture de sécurité virtuelle en début de course pour les débris. Je sais plus. Bref. Hum, hum. Nikita Mazepin qui termine donc en 17e place. On pourrait penser que qu'il peut pas bien espérer mieux, et c'est vrai, hein, il termine juste devant Schumacher. Après Schumacher, on va en parler, il a eu ce petit moment avec Raikkonen, qui lui a fait perdre beaucoup de temps. La réalité... Chez As, il y avait incroyablement une voiture qui marchait. Alors elle allait pas vite. Mais les deux pilotes, ils étaient à l'aise dans la voiture. C'était... tu vois. Même Schumacher se sentait prêt pour la Q2. Malheureusement, bah, le rythme n'était pas là et ils ont pas pu. Enfin, voilà, ils se sont retrouvés 19 et 20 encore une fois. Euh, Schumacher, c'était assez compliqué. Pendant le sprint, déjà, il a fait quelques beaux dépassements au départ. En course, il était pas trop mal placé. Enfin, c'était le début de course. Il y avait Raikkonen qui remontait. Au moment où Raikkonen a commencé à le dépasser, il a perdu un petit peu la voiture. Ils se sont touchés. L'aileron avant est tombé. Et puis dégâts sur la piste. Et euh, je suis même surpris, honnêtement, que Haas n'a pas dit à Schumacher de s'arrêter parce qu'il a foutu des débris partout. Heureusement qu'on n'a pas eu de crevaison, les commissaires ont bien fait leur boulot pour nettoyer. En plus, ils ont nettoyé pendant une voiture de sécurité virtuelle, donc c'est pas l'idéal. Et pour ce qui est de la course de Mazepin, eh ben, qualification, il était là. Il a fait malheureusement la petite erreur pendant son dernier tour en Q1. Dans le dernier virage, il a perdu la voiture un peu où il fallait pas. On a vu le petit truc un peu bizarre. On l'a vu vraiment dégoûté en qualification, en interview, c'était pour ça justement. Il sentait qu'il avait gâché une grosse interview, ouais, comme je vois Vince dans le chat qui le dit, c'est l'interview de Mazepin après la qualif fait peine à voir. C'était triste. Mais bon, c'est la Formule 1, c'est la passion. Il y a des joies, il y a des tristesses. Parce qu'en course, honnêtement, alors, j'ai vu tout à l'heure dans le chat, quelqu'un le mentionnait, 13e à la fin du premier tour. Mais Mazepin, je sais pas, il fait des départs incroyables à chaque fois. Enfin, pas des départs, mais les premiers tours sont toujours... il se retrouve toujours au milieu du paquet. Donc, c'est à mettre à son crédit. Après, évidemment, il retombe, hein, il a une as. Mais en termes de rythme, c'était bon. Enfin, quand je dis que c'était bon, c'était... il suivait Schumacher en termes de rythme. Donc vraiment, il avait de quoi être satisfait tout au long de ce week-end. Il a aussi fait ce beau dépassement sur Schumacher. Et bah tu vois, là, c'est typiquement le dépassement de Tsunoda sur Stroll qui a été raté. Parce que Schumacher l'a capté, tac, au dernier moment, il laisse la place. Et là tout le monde crie au génie, tu vois. Si Schumacher, par contre, laisse pas la place, là, on fait « Oh là là, Mazepin, mais quel tocard, 10 secondes de pénalité ». Pour moi, ça se joue à ça, Stroll et Tsunoda. C'est ce dépassement de Mazepin sur Schumacher. Je n'ai pas encore abordé les Alfa Romeo, donc pour conclure avec eux... Hmm. Ha, ha, ha. Encore une fois, j'ose le dire,
il y a du gâchis, il y a du gros gâchis. Alors, le rythme était pas exceptionnel non plus, mais elles étaient là. Pour commencer avec Raikkonen, donc la qualification, il passe en Q2. C'est la deuxième ou troisième fois consécutive, je crois. Donc le mec, il est à ça de la fin de sa carrière, il commence à être en forme pour les qualifs, tu vois. Donc c'était pas mal. En course, enfin au sprint, il a perdu pas mal de temps, il a perdu pas mal de place. Ensuite, il y a eu cette touchette avec Giovinazzi. Pour le coup, je mets là la faute sur Raikkonen. Après, ils pouvaient pas savoir. Ils nous ont fait une zonta. Enfin, Schumacher-Hakkinen, tu vois. Les deux étaient derrière Tsunoda, je crois. Ils se décalent chacun d'un côté pour le dépasser. Et au freinage, Raikkonen est tout à l'extérieur. Il ferme le virage. Et juste là, il y a Giovinazzi. Ils se touchent. Donc ça a fait perdre beaucoup de temps à Raikkonen. Ils ont rangé la voiture. Il est parti de la voie des stands. Il a fait une super remontée. Il termine 12e. C'est Raikkonen. C'est Raikkonen. On peut se foutre de sa tronche en qualif, mais en course, il est là. Et après, ensuite, pour ce qui est de Giovinazzi, bah, qualification, il a fait vraiment ce qu'il a pu. Et je peux pas relever quoi que ce soit particulier de son week-end. Dans tous les cas, l'Alfa Romeo n'était pas là pour les points. Donc, l'Alfa Romeo n'était juste pas là pour les points. Donc, il fallait pas en attendre mieux de leur part. Et je pense que je vais conclure ainsi le segment sur ce Grand Prix du Brésil. Parce que on a fait un beau petit tour. On a fait un beau petit tour. Tata. Où est-ce que je peux retrouver le chat? Ici, tiens. Bonsoir des Z-Citizen, pourquoi j'apprécie ton activité? Je sais pas, mais je t'en remercie. Ouais, c'est du beau petit blabla. Merci sur le FIMG Mexico de la Normandie à la Normandie-Gracie. Celle-là, faut la noter, faut la noter. Raikkonen a le 5e meilleur temps en course. Waouh. Ah oui, quand même. Je l'avais même pas noté, ça. Je ne l'avais même pas noté. Attendez, je disparais 2 secondes. Hop là, ça doit être mieux. Ouais, et comme je le disais, donc je vais essayer de segmenter tout ça pour le sortir en vidéo un petit peu séparé. Je vais voir, bon là ça va commencer à faire tard, mais je vais essayer de segmenter ça pour en faire juste un petit débrief vidéo aussi court que possible, enfin comme habituellement j'ai envie de dire. Et j'en ferai de même du coup pour la section qui va suivre où on va parler un petit peu Guan Yu Zhao. Je sais même plus ce que je voulais dire. Les noms des sponsors, j'en ai pas la moindre idée. Enfin, bref, Guan Yu Zhao, c'est officiel, remplacera donc, excusez-moi. D'accord. Antonio Giovinazzi. Guan Yu Zhao remplace... Ouais, Antonio Giovinazzi, c'est ça, il s'appelle comme ça. Chez Alfa Romeo l'an prochain, aux côtés de Valtteri Bottas. Alors ça fait... ça a un petit peu explosé là aujourd'hui sur l'internet. J'admets que je suis choqué. Oh là là, je suis choqué. Parce que, je sais pas, il a rien fait à personne, ce mec, il est tout gentil. Et je l'ai pas encore regardé, mais par curiosité, j'ai cliqué sur la vidéo de la F1, là, le parcours de Guan Yu Zhao. Oh la vache. Bon, ça va, les ratios se sont calmés, mais il y a 18 000 likes, 4 000 dislikes. C'est quand même un ratio méchant, quoi. Ça fait presque 20%, quoi, donc c'est méchant. C'est méchant. Il est gentil, Guan Yu. Faut être gentil avec Guan Yu.
Donc après, on peut ne pas être content, hein, mais on va en reparler. Donc c'est quelque chose qui m'a surpris, voilà, qu'il soit autant détesté, le mec, il a rien fait. Après, c'est peut-être le problème, pour certains, il a rien fait. Mais je- j'ai l'impression, ça commence toujours un peu comme ça, tu vois, dans manière générale. Il y a ce mec qui est en Formule 2 ou en GP2 ou en ce que tu veux, et paf, il est promu en Formule 1, et là, t'as tous ceux que t'entends jamais parler de catégorie inférieure qui viennent ramener leurs fraises en disant «Ah, il est nul, là, c'est la honte, tac». Et en plus, si le mec, il est né dans le mauvais pays, enfin, Japon, États-Unis, Russie, maintenant la Chine, du coup, le mec, il va se prendre tous les excréments que tu puisses imaginer dans la tronche, tu vois. Et aujourd'hui, du coup, tu as tout Internet qui vient au secours d'Antonio Giovinazzi, celui-là même qui recevait les mêmes insultes lorsqu'il est arrivé en Formule 1 en 2019, parce que tout le monde se rappelait de ces deux crashs en Chine en 2017, quand il avait fait l'intérim à la place de Verlaine. Là, tout le monde est derrière lui, j'ai l'impression, mais c'est pour ça que c'est ce que je disais. Le mec, il sort de Formule de promotion, il arrive, tout le monde lui tombe dessus. Il est en Formule 1, mais non, faut le garder. C'était pareil avec Ericsson, tout ça. Euh, on a la France aussi qui déclare la guerre à Sauber parce que bah là, t'as un pilote français de l'académie Sauber qui est pas promu, alors que clairement, Fred Vasseur avait dit, mais dès le début de saison pratiquement, que après la victoire de Pourchaire à Monaco, que c'était même pas envisageable. Enfin, c'était pas considéré du tout que Pourchaire soit promu en 2022 parce qu'il veut lui laisser le temps de mûrir, de gagner le titre de Formule 2, ce qui il peut encore faire, hein. Mais ce que je ne le vois pas faire honnêtement, parce que il y a quand même un sacré boulot à faire pour rattraper tout ça. J'aime pas faire des rapprochements entre la nationalité d'un pilote et la ferveur de son audience, mais j'ai pas entendu grand monde militer pour Schwartzman ou Tiktoum dernièrement, et pourtant ils sont devant Porsche au championnat, tu vois. Après, Tiktoum, c'est un con, mais Schwartzman, j'entends plus personne militer pour ce gars. Et enfin, tu as un monde un petit peu plus rationnel, j'ose dire, qui s'offusque que Oscar Piastri, qui sera le très probable champion de Formule 2 pour seulement sa première année en Formule 2, bah, sera laissé à l'abandon alors qu'il est aussi membre de l'Académie Alpine comme Zhao. Et tout ça parce qu'il n'a pas de soutien financier. Alors, moi j'ai envie de le voir en Formule 1, hein, Piastri. J'ai envie de le voir en Formule 1 totalement. Mais déjà, je pense que Alpine a plus à perdre, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils sont contractés par Alpine. Alpine a plus à perdre en laissant partir Piastri qu'en laissant partir Zhao. Bordel, c'est... Alpine a plus à perdre en laissant partir Piastri qu'en laissant partir Zhao, du moins en laissant à une autre équipe, parce qu'actuellement, je sais pas trop où ils en sont contractuellement. Donc il y a peu de chances que Alpine laisse Piastri comme ça à Alfa Romeo. Surtout que, petit rappel, l'année prochaine, il sera pilote de réserve Alpine, et en 2022, donc l'an prochain, il va y avoir des journées de test obligatoires pour les juniors. Tac, tu fais un peu le rapprochement. Pourquoi c'est Piastri que Alpine a gardé et pas Zhao? Parce que clairement, ils veulent miser sur lui pour 2023. Donc pour en revenir sur notre Chinois, bah, on peut défendre qu'il a un palmarès pas brillant, et là je rejoindrai totalement parce que il sait pas trop gagner, Zhao. C'est un truc qu'il faut admettre, en 3 ans, il a pas trop gagné. Mais actuellement, si t'enlèves Piastri, si je dois miser sur un pilote de F2 pour aller en F1, je mettrais sur Zhao. Tiktoum, bah, j'en parle même pas parce que là c'est un suicide médiatique et puis un suicide un peu financier des fois avec ce qu'il peut faire avec les voitures. Pourchaire, j'ai déjà évoqué que pour moi il fallait lui laisser un petit peu le temps de grandir. Schwartzman, il a des sponsors, mais actuellement j'ai l'impression que même s'il a un plus gros potentiel que Zhao pour moi, il n'a pas encore cette régularité.
Et c'est sûr que c'est pas Zhao qui va mettre le monde à feu et à sang, mais pour le moment, en 3 saisons en Formule 2, il a montré 2 choses. Enfin, oui, 2. L'une, c'est qu'il sait pas gagner, et l'autre, c'est que... oui, bon, c'est pas brillant de pas savoir gagner, mais l'autre chose qu'il a prouvé, c'est qu'il sait être régulier en rythme de course, dans l'ensemble d'une saison, il est toujours là à se battre pour des points, pour des gros points. C'est assez rare qu'il finisse en dehors du top 8. Donc, c'est quelque chose de plutôt positif pour arriver en Formule 1. Et je pense qu'il faut arrêter aussi de croire que en Formule 2, il n'y a que celui qui sera champion qui vaut quelque chose. Et je sais que là, tu peux te dire « Ah, Mick, tu tapais toujours sur Latifi quand il était en Formule 2 !» Déjà, t'as une voix qui me ressemble vachement. Mais mon problème que j'avais avec Latifi, c'est qu'il pouvait gagner, faire pole, victoire, tu vois, nickel. Et la course d'après, il est 14. Comme ça. Il fait 15 en qualif, 14 en course. Après 12e et 13e en course, tu vois. Et course d'après, 3e. C'était mon souci avec Latifi. Et qui commençait à beaucoup trop traîner en Formule 2. Pour moi, une 4e saison en Formule 2 pour Zhao, c'était la peine capitale, quoi, fin de carrière. Donc, je soulève tout ça pour dire que, à la vue de la situation que j'ose décrire de catastrophique d'Alfa Romeo à l'heure actuelle, je vais préférer un pilote qui finit toujours 3, 4, 5e, plutôt qu'un mec imprévisible qui peut faire un coup un podium et un coup finir en dehors, loin des points. Et le porte-monnaie qu'il a derrière, c'est un bon petit plus, je vais pas te le cacher, hein, parce que il va falloir sortir les pépettes pour développer la voiture chez Alfa Romeo. On peut faire un petit point sur sa carrière, alors. Faut que je ressorte juste mes notes. Yop, hop, hop. Voilà. En 2019... alors, 2019, je suis désolé du rappel, je replace un peu le contexte. On est dans une saison où tu as les 3 champions enfin, le trio de tête, Russell, Norris, Albon, qui passent en F1. Tout un tas de pilotes qui commençaient un peu trop à végéter, qui sont partis, qui étaient pas mauvais, mais qui sont partis vers d'autres horizons. Et tu te retrouves avec tout un tas de Luca Giotto, Nicolas Latifi, Nick De Vries, Matsushita, tout un tas de pilotes qui sont là depuis belle lurette en Formule 2, qui ont de l'expérience, mais il y a avoir des connaissances, grandir avec ses connaissances, et avoir de l'expérience dans une catégorie. Et c'est bien l'expérience dans une catégorie, mais l'expérience dans une catégorie de junior, pour moi, ça trahit, ça déséquilibre énormément le plateau, simplement parce que derrière, tu avais pratiquement que des promus de catégorie inférieure. Aylot, Schwartzman, Mazepin, Zhao, justement, Hubert, tout un tas de pilotes qui étaient très bons, mais qui venaient d'arriver, première saison en Formule 2, ils découvrent les pneus Pirelli, ils sont un peu, tu vois, un peu à tatillon. Et derrière, t'as des gars, ils connaissent leur boulot. Donc, tu te retrouves avec un championnat dominé par De Vries devant Latifi, Giotto, des gars qui, même s'ils ont un certain talent, étaient clairement pas en mesure de se battre à la régulière pour un titre. Sauf un peu pour De Vries en 2018. Il était pas dans la lutte au titre, mais il était dans la lutte pour le top 3. Mais à part De Vries, les autres, c'était juste des gars qui tabassaient le championnat parce que si tu veux, enfin, je vais prendre un exemple, au football, tu mets des juniors de 12 ans contre des gamins de 16 ans. Bon, j'y connais plus rien en foot, ça fait des années que j'en ai pas fait. Mais forcément, même si les petits gamins, ils ont un peu plus de talent, ceux qui connaissent le truc, ils vont forcément un petit peu plus leur mettre la misère, tu vois. En plus, ils sont plus grands, tu vois, donc il y a l'avantage physique, tout ça. C'est un petit peu ça, le plateau de 2019. Il n'empêche que Guan Yu Zhao est le meilleur rookie de la saison. Enfin, il termine 7ème du championnat, 5 podiums, 1 pole position. C'est plus que correct. Bon, il y a eu que 2 rookies qui ont gagné des courses cette saison-là, c'est Schumacher et Hubert. Et c'était des courses sprint, donc sur les grilles inversées. En 2020,
Il termine 6ème. Alors, là, on peut se dire c'est la déception, parce qu'on s'attend à ce qu'il monte, tu vois. Et là, il finit quand même un petit peu loin. Pour moi, Zhao, il a affiché quelque chose qui est assez... qui m'a un petit peu inquiété en début de saison. C'est de la faiblesse un peu psychologique. Pour moi, c'était complètement psychologique. Parce qu'il arrive pour la première course en Autriche, il claque un temps de malade en pole position tac. En course, il domine l'épreuve, on lui rate sa stratégie, et il repasse tout le monde, mais il est sur une autre planète, et là, t'as le moteur qui lâche. Et ensuite, je crois que sur la course sprint, il s'est pris... Enfin, forcément, il part dernier, du coup. Grille inversé, bah ouais, mais pas, c'est que les 8 premiers grilles inversés, lui était dernier, bah il n'a pas pu remonter dans les points. Et après ça, si tu veux, t'as eu une phase où il était plat, et à partir de la mi-saison, à peu près, il a recommencé à faire des gros résultats. Donc honnêtement, je pense que la majorité de ces gros points, il les a marqués en deuxième moitié de saison. Je pense vraiment qu'il y a eu un gros impact sur le début de saison à cause de ça. Peut-être qu'il s'est renforcé en fil de saison aussi, c'est quelque chose qui est important. Et enfin, là, sur cette année, j'étais très honnête. J'ai pas trop suivi parce que je trouve insupportable le format de cette année. Mais il est deuxième du championnat. C'est certes sa 3e saison. Comme je le disais, il a pas beaucoup gagné. Il a mis très longtemps à gagner. Sa première victoire, elle arrive en Russie l'an dernier. Et... si je me trompe pas. Et en plus, la course est interrompue par un drapeau rouge, parce qu'honnêtement, Schumacher, il était parti pour l'éclater. Schumacher, il était exceptionnel ce week-end-là. Mais il a fini premier, il a gagné la course, et ça a un petit peu relancé son truc. Cette année, c'est clair que face à Piastri, il peut pas faire le fier, mais de ce que je vois, c'est un pilote qui est constant, toujours là pour marquer des points, des gros, dans les catégories juniors, et qui, à part ce coup de mou début 2020, me semble assez fiable. Donc c'est pour ça que je pense que actuellement, vu la situation d'Alfa Romeo, je préfère placer un pilote qui me rapporte des thunes, qui affiche une certaine stabilité autour de lui-même, parce que je pense que avec un petit peu aussi cette sérénité d'avoir ses sponsors, c'est un bon point pour un pilote. Ça fait une pression en moins. Et tu peux commencer à te construire un petit peu. Parce que l'an prochain, Alfa Romeo, ils partent de très très loin. Parce qu'ils ont une équipe qui sera... Enfin, elle est en bazar, cette équipe Alfa Romeo. Ils ont coupé leur lien avec Ferrari. Ils se retrouvent, on le voit, c'est la déchéance, mais absolue. Donc, début de saison, ils étaient pas mal. Hein. Ils semblaient capables de rejouer les points, ils se rapprochaient du milieu de peloton. Et là, puis quelques Grands Prix plus tard, c'était le fond de grille. Et on voit tous les Grands Prix, on se fiche de leur tronche. C'est bien ça qu'on dit. Ouais, on se fiche de leur tronche parce que Raikkonen, il a sa bouteille qui fuit. Non, mais c'est n'importe quoi. Mais enfin, si, il a sa bouteille qui fuit, mais c'est pas révélateur. Mais parce que t'as une équipe qui sait pas communiquer, parce que tu as une équipe qui se plante sur les stratégies, parce que tu as une équipe qui est un duo de pilotes actuellement dans lequel ils n'ont aucune confiance, aucune base. Quand je dis qu'ils ont aucune confiance, c'est pas qu'ils disent « Ah, on les aime pas ». C'est parce que Raikkonen, il va se barrer, et que Raikkonen, tu sens que même si il est bien moins pire que ce qu'il affiche une fois dans la voiture, parce qu'un pilote dans la voiture, c'est « je vois pas sur les côtés, je vais tout droit ». Parle-en à Lance Stroll, justement. Mais t'as Raikkonen, donc, qui va partir. Giovinazzi, qui n'allait clairement pas rester. À aucun moment, il a été un candidat pour l'an prochain depuis que Ferrari n'est plus là pour soutenir son baquet. C'est pour ça que je faisais la blague au début. Reviens parler un petit peu de plaindre de soutien financier, alors que pendant 3 saisons, ton baquet, c'était un petit peu Ferrari qui te l'avait un petit peu. Mais bon, toute blague mise de côté, Jojo, il a un petit peu cette tendance à... Tac, tu vois, les résultats en dents de scie. Qualification très bon en course, ça fluctue. Cette tendance à faire des erreurs aussi.
qui est pas rassurante pour l'équipe, qui coûte de l'argent aussi, parce qu'il en a cassé des ailerons et des suspensions, tout ça, donc c'est quelque chose qui rassure pas. Donc déjà, tu as une équipe d'ingénieurs, de mécaniciens qui est un petit peu en roue libre, tu vois, pour moi en tout cas, ne se repose pas trop sur ses pilotes, et qui savent que là, actuellement, ils travaillent un petit peu pour rien, parce que l'an prochain, on repart d'une fiche blanche avec des nouveaux pilotes. L'an prochain, ça devrait être un petit peu plus stable, parce que je pense que Bottas va apporter un très bon état d'esprit à l'équipe. Il va apporter pourquoi j'ai le mot anglais? Benchmark. Une référence. Bottas va apporter une référence assez crédible d'entrée de jeu, parce que mon problème que j'avais pendant toute cette ère Alfa Romeo, c'est que Giovinazzi, tu peux que te référer à Kimi pour savoir où il est, et Kimi, il s'était plus ou moins fait taper par Vettel pendant très longtemps, et il avait cette tendance aussi à pas toujours bien concrétiser ses week-ends. Donc, tu sais pas trop où l'équipe était vraiment. Là, Bottas, il sort d'un top team, il a gagné des courses, il a fait des pôles, il va arriver, tout de suite l'équipe va dire on a confiance en ce gars. Et ça va être hyper important. Si Bottas dit un truc, il aura beaucoup plus de poids et de crédibilité qu'actuellement. Même si Raikkonen, bon, c'est pas un manche, quand il dit un truc, on peut le croire. Mais c'est à peu près ce que je veux dire. Est-ce que je peux revenir un petit peu, parce que là je vois le chat dans un coin, mais je vois pas tout. Ouf ouf tout. C'est marrant. Bonsoir Superman. Si on a tant marre que ça, Caseman, pourquoi rester un an de plus et pas laisser sa place à Kalou Mailot? Bonsoir, Grégoire. Alors, je pense pas qu'il en a marre, Raikkonen. Je ne pense pas qu'il en ait marre. Pour moi, il s'éclate. Pour moi, il est plus frustré qu'agacé, tu vois, qu'énervé. Raikkonen, c'est quelqu'un qui a toujours été comme ça dans la voiture. On le voit plus avec la popularisation des radios, mais c'est toujours quelqu'un qui s'emmerde pas à y mettre l'effort, mais dans la voiture, les pilotes sont pas les mêmes. Donc, mais non, je rappelle que Raikkonen avait un contrat de 2 ans avec une option. Et c'est lui qui pouvait exercer l'option. Il a choisi de faire l'année de plus. Donc, c'est pas comme si... s'il en avait rien à faire, il serait barré. Il s'est dit, allez, paf, je peux faire une année de plus, je la fais, je vais m'amuser, ça va être drôle. Et puis voilà, et puis... Je crois... Enfin, pour moi, un contrat, il a son cash pour le contrat. Je pense pas que le bonus déclenche une autre prime ou quoi. Donc non, il l'a fait pour s'éclater. Parce qu'il l'a dit. Pour lui, il adore ça, il adore piloter ses machines. Il est frustré de ne pas pouvoir faire maximiser. C'est surtout ça qui l'intéresse, Raikkonen, c'est de se dire on a fait tout à la perfection. Et chez Alfa Romeo, on est très loin de la perfection depuis quelque temps. Alors, Pourchaire. Bon, je sais que vous l'aimez, votre Pourchaire. Si Pourchaire gagne le titre F2 l'an prochain, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que Zhao et Valtteri bougeront pas de sitôt, cher Oksana. Déjà, un poste de pilote de réserve, ça peut être intéressant. Comme pour Piastri l'an prochain. On l'oublie, hein, mais il fut un temps où... quand t'avais gagné la catégorie de promotion max, t'étais pilote d'essai en F1, après pilote titulaire. Mais après, c'était une époque aussi où tu roulais beaucoup plus. Je pense, apparemment, je vois beaucoup de DTM, je pense que ce qui est le plus important, c'est qu'il roule. Si il peut pas avoir de place en 2023,
je pense que ils iront le placer déjà en pilote de réserve. Ils lui fileront des séances d'essai libres. Ils le feront rouler pendant les séances d'essai réservées aux jeunes. Et puis, ils vont lui trouver de la place dans d'autres catégories. Donc, je m'inquiète pas. Je m'inquiète pas. Le plus important, c'est qu'ils en fassent pas un Giovinazzi qui passe 2 ans et demi à regarder des voitures et à pas faire de course. Parce que bon, il a fait 2-3 grands prix de je sais plus quelle catégorie, mais c'est de l'endurance, c'est pas de la course, tu vois. Est-ce que Bottas a la carrure d'un leader? Est-ce qu'il aurait la même attitude, froideur et nordique de Raikkonen? Monsieur Hotman, Bottas n'est pas Raikkonen. Bottas, il a quand même ce caractère un peu nordique, un peu pudique, je vais dire plutôt. Mais Raikkonen, c'est quand même quelqu'un qui ne cherche pas les félicitations. Et chaque être humain a un comportement similaire à ce qu'il voudrait qu'on ait avec lui. Donc quelqu'un qui ne cherche pas les félicitations, qui ne cherche pas la gloire ou quoi, il va pas s'emmerder à encourager les gens. Si tu vois ce que je veux dire pour Kimi. Bottas, il est un petit peu plus chaleureux, enfin, même très. Hein. C'est quelqu'un qui a un excellent humour, qui est très drôle. D'ailleurs, on le voit ici. Il nous fait toujours bien rire. Bon, on le voit pas parce qu'il a... Bon, la webcam est pas ouf, mais il a un très bon humour, il a un bon relationnel avec les gens. Donc je pense que ça va bien marcher pour moi avec Bottas. Après, est-ce qu'il va réussir à être le leader parce qu'il ne l'a jamais été dans une équipe? Parce qu'il a toujours eu quelqu'un plus expérimenté en face que lui, Massa, enfin, Maldonado... On va dire que 2013, Williams, c'était la cata, mais c'était sa première année en F1 à Bobo. Après, il a eu Massa, qui est quand même, en termes d'expérience, une pointure. Il a eu Hamilton, qui est plus grande pointure. Parce que tous les titres, tout ça. Donc là, il va se retrouver vraiment tout seul. Et en même temps, je pense que ça va être bien pour lui, parce qu'il va arriver... Mercedes, je crois que c'est la plus grosse, ou la deuxième plus grosse structure du plateau. Mais une sacrée structure à Inwil, en Suisse, une toute petite base par rapport aux autres. Donc ça va donner un autre aspect aussi à sa manière de voir les choses, et ça va être hyper intéressant, je pense, pour lui, ce terrain-là. Tommy, je ne lirai pas ton commentaire, mais c'est très drôle. Martin, tu y crois à Bottas ailleurs que chez Mercedes? Il a besoin de partir, on l'a vu après l'annonce de son remplacement, il s'est libéré. Bottas a confié récemment dans Beyond the Grid... Est-ce que j'ai fini le podcast d'ailleurs? Bon, j'ai peut-être pas fini le podcast, mais dedans il parle qu'il est très sensible en fait à la pression. Dans le sens où, pour lui, avoir que des contrats d'un an chez Mercedes, ça l'a tué. Il avait toujours au fond cette anxiété de se dire c'est ma dernière chance de gagner le titre, c'est ma dernière chance de gagner le titre, c'est ma dernière chance, il faut que je fasse bien. Et là, il a signé un contrat pour plusieurs années avec une autre équipe. Et je dirais pas que ça l'a libéré, mais que ça... Enfin oui, si, c'est le bon terme. Libéré, soulagé, enfin... Non, je ne chanterai pas. Mais ça l'a soulagé de savoir que son avenir était assuré et il peut piloter avec la tête libre. Et sincèrement, oui, il pilote mieux que depuis très longtemps, hein, depuis quelques grands prix, enfin depuis l'annonce. Donc après, il y a toujours ses faiblesses, mais ça, elles sont inhérentes au pilote. Peut-être que les nouvelles voitures 2022 vont lui permettre
de pallier à ses faiblesses, à savoir de rouler dans le dirty air, d'aller chercher des dépassements un petit peu de forcer une opportunité de dépassement, ce que Hamilton, Verstappen, Leclerc, tout ça sont très bons pour faire. Bottas, c'est pas du tout son truc d'aller forcer une opportunité. Donc peut-être que ces nouvelles voitures vont un petit peu on va voir quelqu'un d'autre. Et j'ai vraiment, vraiment hâte de voir ça. Mais, encore une fois, pour 2022, je place absolument aucun espoir en Alfa Romeo. Après, là, c'est très flatteur, hein, je sais que ouais, je suis en train de parler de Formule 1 à 23h, il y a plus de 300 personnes qui m'écoutent, voilà, mais je suis autant un trou du cul que vous, les copains. Je suis personne, donc mon avis, il vaut pas mieux que n'importe qui, mais... euh, pour moi, Alfa Romeo, ça va nulle part l'an prochain, parce que ils, ils auront... Actuellement, la structure de l'équipe est bizarre parce que les ingénieurs ont fait le yo-yo entre Haas, Ferrari, et apparemment maintenant sont tous partis. On a eu cette grosse inquiétude, on va dire, financière au niveau de probables rachats ici et là. Donc je pense que la voiture pour l'an prochain, alors ils peuvent avoir trouvé des idées de génie, hein, on est à l'abri de rien, mais je crains que les ressources n'ont pas été maximisées à cause de ce contexte. C'est ce que je peux craindre. Plus effectivement des pilotes qui vont arriver un petit peu découvrir la voiture. Donc, mais sur un projet un peu à long terme, si l'arrivée de Zhao et de ces 2-3 euros arrive à stabiliser un petit peu la structure et tout, je pense que ça peut être prometteur sur le moyen terme. Mais honnêtement, actuellement, je les vois pas mieux que ce qu'ils sont actuellement. J'ai presque plus confiance en As. Parce que As, ça reste une structure de gars qui connaissent rien à la F1, mais ce qui est assez flippant d'ailleurs, hein. Mais ils ont eu un peu la supervision d'un ingénieur, d'un grand ingénieur de chez Ferrari, et c'est pas rien. Et toutes leurs minuscules ressources étaient focalisées sur l'an prochain. Il y a Mazepin qui arrivait, enfin papa, avec son gros sponsoring. On parle même éventuellement d'un plus gros investissement pour le futur. Donc, je suis limite plus rassuré parce qu'ils ont deux pilotes en plus qui s'installent dans l'équipe. Les deux ne s'entendent pas le mieux du monde, certes, mais dans l'équipe, ça se passe bien. C'est très important. Donc, j'ai un peu plus confiance en As, en Williams, qui, je l'espère, vont sortir de ce fond de gris. Donc, voilà. Vasseur disait dans le live de Canal que c'était sûrement la seule écurie à avoir vraiment utilisé 100% de son temps en soufflerie sur 2022. Mais c'est super important, ouais. C'est super important. On parle souvent de la pression d'être le leader d'une équipe, mais la place de numéro 2, quand on regarde l'histoire, c'est une pression de dingue. Ouais, mais... Pour moi, je pense que le terme numéro 2 est obsolète. Depuis très longtemps, en Formule 1. Ou alors, sa signification a énormément changé, et c'est pour ça que je trouve inapproprié de parler de numéro 2. Au sens numéro 1, il y a le numéro 1, numéro 2. Parce que, en ce temps où on parlait de numéro 1, numéro 2, tu pouvais encore avoir 3-4 pilotes dans ton équipe, même si tout le monde commençait à en utiliser que 2. Et tu avais surtout que 6 pilotes qui marquaient des points.
Donc, si tu voulais maximiser tes chances, eh ben, à choisir, tu préfères finir quatrième que 6 et 7. Si tu vois ce que je veux dire. Donc, tu vas préférer tout miser sur un pilote qui te rapportera le plus de points, qui pourra jouer le championnat. Et voilà, donc c'est quelque chose aussi qui, au fil du temps, s'est un petit peu calmé aussi, parce que on a vu, surtout pour moi, hein, grâce à Prost et Senna, et puis Piquet et Mansell, et, euh, et tout ça, que avoir deux pilotes en compétition, ça pouvait être excellent pour les performances de l'équipe. Et c'est quelque chose, je pense, qui s'est démocratisé au fil du temps, de mettre, sauf chez Ferrari évidemment, deux pilotes sur un pied d'égalité, enfin autant que possible, et de laisser la sélection naturelle faire le boulot. Donc, non, au final, pour moi, quand aujourd'hui, ce qu'on qualifie de numéro 2, Perez, Bottas, tout ça, c'est plus, on dit numéro 2 parce que il faut que l'équipe gagne le titre et c'est pas eux qui peuvent le faire. Mais l'équipe a besoin d'eux pour assurer les arrières de l'autre. Et honnêtement, je trouve pas qu'il y a plus de pression parce que tu te bats pas pour toi, simplement. Tu te bats pour l'autre. Et Bottas, Pérez, tout aussi bonnes poires qu'ils sont, et plein de bonne volonté, ils préféreraient que ce soit eux qui jouent le titre. Donc, ils font leur taf, et s'il faut laisser passer l'autre, ils le font. Mais je pense qu'il n'y a pas le même investissement derrière. Mais bon. Regarde Ferrari, il n'y a pas de numéro 1 ni de numéro 2 par rapport à Red Bull et Mercedes. Mais moi, je maintiens que ça se fait naturellement. L'an prochain, chez Mercedes, le numéro 1, ce sera celui qui marquera le plus de points et qui aura le plus de chances de gagner le titre. Enfin, dans le cas où le scénario de 2021 se répète en 2022, tu vois. Et pareil chez Red Bull. Le truc, c'est qu'il y a de grandes chances que ce soit Verstappen et Hamilton. Et l'an prochain, enfin, si Ferrari peut jouer le titre, au bout d'un moment, il y en a un des deux qui va se démarquer. Là, cette année, honnêtement, je pense que les nombreuses non-arrivées de Leclerc mettent un peu d'ombre sur le truc. Mais Sainz, il est plus loin que ce qu'il en a l'air au championnat. Si tu prends en compte les abandons mécaniques ou les petites non-participations à un Grand Prix. Donc, je pense que c'est quelque chose qui pourrait se faire naturellement, simplement. Regarde 2007, il n'y a pas eu numéro 1, numéro 2. On partait du principe qu'Alonso sera le numéro 1, parce que c'est Alonso, champion en titre, l'autre c'est un rookie. Au final, le rookie, il avait plus de points, voilà. C'est ce que je veux dire. Où qu'en est la série de Fangio à Hamilton, mon ami Jérémy? Loin. Je la prévois pour début 2022. Parce que j'ai décidé, tac, hop, je me suis consulté avec moi-même, que à Noël, comme tous les ans, je vais essayer de faire la review de saison. C'est, j'y crois pas, hein, moi-même, pour être honnête, parce que avec la saison qui se termine le 15 décembre, et là, honnêtement, si je fais un live ce soir pour condenser toutes les infos, c'est pour la simple et bonne raison que c'est impossible de faire autrement pour moi, quoi. Donc, de continuer à écrire pendant qu'on a des triple headers en cours, c'est presque impossible. Donc, c'est pour ça que
J'essaye de me focaliser sur la review de fin de saison, et pour janvier, février au pire, la dernière partie. Donc voilà, parce que j'ai envie de clore quand même le chapitre. Le truc aussi, c'est que pour moi, c'est tellement, tellement de travail, ces trucs, que quand j'en ai terminé un, j'ai besoin d'arrêter, parce que sinon, après, tu enlèves toute la partie plaisir, et je le rappelle, ce que je fais ce soir, ce que je fais sur Internet, c'est sur mon temps libre que je le fais. Donc, au bout d'un moment, si ton temps libre te prend la tête, tu tiens plus. Donc, voilà. On fera un live récapitulatif de saison. J'ai envie pour le 31 décembre, c'est ce que je faisais habituellement, de faire un truc un peu plus posé, tu vois. Où on revient un peu plus sur la saison, mais par contre, voilà, je sais que c'est quelque chose que vous appréciez, que la plupart d'entre vous sont abonnés à cette chaîne pour ces grosses reviews de saison. Après, j'ai l'impression que c'est malgré moi devenu ma marque de fabrique, parce que j'en avais pris conscience. Il y a un moment, quand Jules, enfin le circuit, il m'avait écrit, il m'a dit, mec, je sais plus par écrit, on m'avait appelé, il m'a dit, j'ai envie de faire une review de la saison 82, mais c'est ton truc, alors moi j'ai pas envie de... Je dis, merde, comment ça c'est mon truc? Ferme ta gueule, fais. Enfin, je sais plus, enfin... Mais ouais, donc... mais j'aime bien. Enfin, c'est pas que j'aime bien, mais ça s'est créé un peu naturellement et malgré moi, ce truc de faire des reviews de saison, parce que j'ai commencé la chaîne avec ça, en plus, vraiment, la review de la saison 2018, et au fil du temps, ça m'avait amusé. J'ai fait la série 2006-2010, et puis celle de la saison 2019, puis 2020, mais après, c'est pas un objectif en soi, quoi. Et mon but, c'est plus l'aspect narratif dans ce genre de truc, que l'aspect de juste faire du Wikipédia, quoi. Les vidéos Wikipédia, ça me fait chier, pour être honnête. Donc, voilà. Ah, merci Yacine, toi t'es abonné pour me donner de l'argent. Ah bah non, mais je savais. Non, mais super. Est-ce que du coup, vous pouvez être plus nombreux... Non, je déconne. Un riff de guitare, non, pas ce soir. Pas ce soir. Ah, mais putain, je peux pas en plus, elle est juste là. Hop là. Putain. Faut savoir que j'ai pas d'ampli, hein. Mon ampli, c'est mon iMac qui marche pas. Donc, le petit riff... Tu vois, je me suis planté en plus. Voilà. Ajoute les effets que tu veux. C'est de la merde quand c'est pas branché. Ah, la course de leur vie, faut que... J'ai presque terminé la prochaine. Le truc, c'est que de faire cette review de fin de jeu à Hamilton, ça m'a complètement coupé de ce format-là. Parce que c'est exactement le même processus d'écriture, de procédé narratif, en gros, mais sur plein de pilotes pendant 1 heure, et ça m'a plus donné envie de continuer. Pourtant, j'en ai deux, trois de près d'écrits. Il y a le prochain qui est tourné en cours de montage. Je l'ai tourné cet été, bordel. La barbe, elle est comme ça, hein. Donc, voilà. Donc, bon. Je suis enrhumé. Je suis toujours plus ou moins enrhumé, en fait. Enfin, c'est pas que je suis enrhumé, mais de la voix, parce que j'ai toujours le nez fermé. C'est horrible. Mais voilà. Zabeg, Bargaza.
Bon, j'ai eu une opération mais pour me le rouvrir, mais c'est une habitude à reprendre et j'ai jamais réussi à la prendre, cette habitude de respirer par le nez. Et du coup, ça fait que c'est pas optimal pour la respiration. La série de Red Bull, je suis en train de continuer à l'écrire. C'est juste que j'ai envie de continuer d'étendre la saison qui est en cours avant de la conclure. Parce que quand j'ai commencé à faire cette série, je ne m'attendais pas à ce que Red Bull joue le titre. Donc j'ai envie... Parce que j'ai envie d'adapter la narration de cette émission pour ce qui est de la conclusion, quoi. Pour moi, ça peut être hyper intéressant de faire ça. Ne fais pas la saison de trop, Mick. Génial. Très très bien trouvé. Bon. Mon pilote préféré de toute l'histoire de la Formule 1. C'est dur. Oh là là, c'est très très dur. C'est très 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 dur. Déjà, quand j'étais petit, j'étais plus côté Weber. Parce que tout de suite, dans la Minardi, que je trouvais magnifique, faire P5, c'était sublime. Et puis il était bon en piste, bordel. Ce mec, il savait se défendre. Les attaques, ça allait, c'était pas trop ça, mais il était comme ça en piste, quoi. Et puis Alonso aussi, qui était intéressant, mais dans l'histoire, j'ai une admiration infinie pour Fangio. C'est... Oh putain, Fangio, c'est... Oh la vache, c'est Fangio, quoi. C'est un monstre. Jim Clark, très impressionnant. Jim Clark. Et puis il et Stewart, c'est une telle aura. Stewart, un petit peu plus discret en termes de charisme, je trouve, mais il l'a tellement fait pour la Formule 1 et il était tellement intelligent en tant que pilote que c'est inspirant, mais Graham Hill est sublime. Et sublime, Graham Hill. Bonsoir, monsieur Melt. Et puis, ouais, c'est... Et puis, oui, non, c'est vrai, qu'en fait, je l'oublie tellement que j'en parle, mais Loda, c'est mon premier amour historique, Loda. Lorsque j'avais lu l'histoire, je crois que j'ai le magazine là quelque part dans mes vieux magazines F1 de la saison 76, c'est... Ouah, merde. C'est incroyable, donc... Et puis après, il y a eu le film Rush, qui m'a encore plus donné envie de me plonger dans ces saisons-là. Et puis après, t'avais le jeu F1 2013 et son mode classique qui était génial. Donc j'ai fini de me noyer dedans, quoi. Donc bon, IndyCar pour 2022, on verra comment sera l'emploi du temps 2022. J'ai pas l'intention de bouger professionnellement, donc ça risque d'être toujours compliqué. Mais Mark Webber, c'était le pilote que je soutenais quand j'étais petit. Voilà. Bon, allez, les livrets, je suis pas trop branché livrés, honnêtement. Donc... je suis plus... Les voitures des années 60, la livrée, je m'en fous. Peut-être limite les livrées des Lotus vertes qui sont jolies, mais moi, c'est surtout les voitures qui m'inspirent plus que les livrées. Donc voilà, merci YouTube de ta présence ce soir. Demain, on se retrouvera sur le YouTube de Twitch de Galaxis. On est souvent là-bas, mais on s'y retrouvera à 20h pour parler du Grand Prix, un petit peu de tout ça. Et puis, alors vous pouvez pas dire que vous connaissez pas les invités, parce que Loïc a décidé d'inviter toute la FIAMG. Il y aura Monsieur Mula, Strigon et Tony du Castellet, a.k.a. Michael Masi. Donc, connaissant un peu comme on est con, ça peut être très drôle. Et puis on se retrouvera ce week-end pour les qualifs, le FIMG Night Fever, pour vivre cette première au Qatar. Et puis, j'espère rien oublier.
j'oublie certainement quelque chose. Le Formule Blabla Shop qui est de retour, le lien est dans le chat, sur Spreadshirt. Le retour des mugs Valtteri sait faire un bon café. Je sais que elles avaient beaucoup plu. Les Max Bull, tout ça, donc c'est relancé. Et puis voilà. Donc merci à tout le monde pour votre soutien. Vous n'avez pas idée à quel point j'arrive même pas à concevoir qu'il y ait du monde qui m'écoute. Donc voilà, merci tout le monde. On se souhaite une bonne nuit, des beaux rêves, et à demain, peut-être. Gros bisous à vous les studios, tout ça, tout ça.